Aujourd'hui je veux te parler à toi, qui as passé des années à prendre soin de ta maison, à toi qui as soutenu des familles, des routines, des repas, des souvenirs et qui souvent ressent que, même si tu ranges, le désordre revient toujours. Cette vidéo est seulement pour nous, pour les femmes au foyer de plus de 50 ans qui ne veulent plus vivre en courant derrière les choses. Et je te le dis à la première personne parce que moi aussi je suis passée par là. Aujourd'hui je vais dire des vérités qui font mal, de très mauvaises habitudes que nous utilisons sans nous en rendre compte et qui désorganisent notre maison plus que n'importe quelle visite inattendue. Ce ne sont pas les typiques que tu vois sur YouTube. Celles-ci sont silencieuses, quotidiennes et très réelles. Premièrement, garder des choses parce qu'elles servent encore. Cette habitude est traîtresse. Ce n'est pas que tu aimes le désordre, c'est que tu te sens coupable de jeter quelque chose qui fonctionne encore. Cette poêle tordue, cette nappe tachée, cet appareil électroménager qui marche, mais il faut le bouger un peu. Je faisais ça tout le temps. Mais avec les années je me suis rendu compte de quelque chose de très dur à accepter. Je ne gardais pas des objets, je gardais des culpabilités. La culpabilité pour ce que cela a coûté, la culpabilité de l'avoir reçu en cadeau, la culpabilité de penser que le jeter était être ingrate ou gaspilleuse. Et pendant ce temps, ma maison se remplissait de choses qui ne me facilitaient pas la vie, qui me la compliquaient. Chaque fois que j'ouvrais un tiroir et que je voyais quelque chose qui servait encore, mais que je n'utilisais jamais, je ressentais une gêne silencieuse. Ce n'était pas seulement le désordre physique, c'était cette sensation d'être entouré de décisions inachevées. Des objets qui ne partaient pas et ne restaient pas complètement. Des choses qui exigeaient de l'espace, du nettoyage et de l'attention, mais qui ne me rendaient rien en retour. Et là j'ai compris qu'une maison remplie de choses qui servent encore, devient, peu à peu, une maison qui ne te sert plus à toi, qui ne prend pas soin de toi, qui ne te repose pas. Parce qu'utiliser quelque chose à moitié, inconfortable ou défectueux, seulement pour ne pas le jeter, est une façon de nous habituer à vivre avec moins que ce que nous méritons. J'utilisais des assiettes dépareillées, des couvercles qui ne fermaient pas bien, des outils qui échouaient, seulement pour justifier qu'ils étaient encore là. Et cela s'infiltre partout. Nous tolérons l'inconfortable, le cassé, ce qui gêne, comme si c'était normal. Comme si nous devions nous adapter aux objets et non l'inverse. La solution a été dure, oui, mais profondément libératrice. J'ai cessé de me demander si l'objet servait et j'ai commencé à me demander si je l'utilisais aujourd'hui, s'il me facilitait la vie maintenant, si en le prenant je ressentais du soulagement ou de l'agacement. Et quand la réponse était non, même s'il fonctionnait, même s'il servait encore, il partait. Sans long discours, sans trop me justifier. Parce que j'ai compris que ma paix, mon confort et mon énergie valent plus que n'importe quel objet à moitié utile gardé par culpabilité ou habitude. Et crois-moi, quand tu commences à lâcher ces choses, la maison ne se voit pas seulement différente. Elle se ressent différente, comme si enfin elle commençait à être de ton côté. Deuxièmement, acheter pour un futur qui n'arrive jamais. Cette habitude est très ancrée en nous. J'achète ceci pour quand des gens viendront, pour quand je serai à la retraite, pour quand les enfants reviendront, pour quand j'aurai du temps. Et nous le disons presque sans y penser, comme si ce futur était garanti, comme si les années ne passaient pas. Pendant ce temps, tout cela reste là, occupant de l'espace, prenant la poussière et nous volant de l'énergie chaque fois que nous ouvrons un meuble et voyons des choses neuves, sans être utilisées. J'avais des assiettes gardées pendant plus de 20 ans en attendant une occasion spéciale. Elles étaient intactes, parfaites, mais mortes. Elles ne faisaient pas partie de ma vie. Et le plus triste est qu'en même temps, je mangeais tous les jours dans des assiettes que je n'aimais pas tant, qui étaient déjà usées, parce que, les bonnes non. Là j'ai compris quelque chose qui m'a fait mal à accepter. Je vivais comme si ma vie quotidienne ne méritait pas le meilleur, comme si je devais attendre que quelque chose d'extraordinaire se produise pour seulement alors utiliser ce qui est beau. Cette habitude vient de très loin. On nous a appris à garder, à réserver, à ne pas dépenser, à ne pas utiliser, jusqu'à ce que le moment arrive. Mais ce moment n'arrive presque jamais. Les enfants grandissent et ne reviennent pas vivre là. Les visites ne sont plus comme avant, le temps ne se libère pas magiquement. Et pendant ce temps, la maison se remplit d'objets qui représentent des attentes, pas des réalités. Des attentes qui pèsent, qui pressent, qui nous rappellent tout ce que, un jour, nous ferons. La solution a été un changement de regard très profond. Comprendre que l'occasion spéciale n'est pas une date sur le calendrier, c'est moi maintenant. Mon petit déjeuner tranquille, mon déjeuner seul, mon café de l'après-midi. J'ai commencé à utiliser le beau sans demander la permission, à sortir les verres gardés, à mettre la nappe qui était réservée pour des visites qui n'arrivaient jamais. Et quelque chose d'incroyable s'est produit. La maison est devenue plus vivante, plus mienne. Et en même temps, j'ai cessé d'acheter en pensant à un futur imaginaire. J'ai cessé de dire « ça pour plus tard » et j'ai commencé à me demander « est-ce que j'en ai besoin aujourd'hui? Est-ce que je vais l'utiliser maintenant ?» Le présent a besoin d'espace, pas de promesses accumulées dans les armoires.
Quand tu cesses de vivre pour un demain incertain et que tu commences à habiter ton aujourd'hui, le désordre perd de la force, et toi tu gagnes de la liberté. Troisièmement, laisser des choses dans des lieux de passage en attendant. Cette habitude semble inoffensive, presque logique quand on est fatigué, mais en réalité c'est l'une des plus destructrices que nous ayons dans la maison. Laisser le sac à main sur la chaise, les papiers sur la table, la veste accrochée au dossier, les sacs sur le sol, juste un petit moment. Ce « en attendant » est un mensonge pieux que nous nous racontons pour ne pas prendre une décision à ce moment-là. Je vivais ainsi. Je marchais dans ma maison en évitant des petits tas de choses qui n'étaient pas de grands désordres, mais qui étaient partout. Et le pire est qu'on s'y habitue. On cesse de les voir comme un problème et on commence à sentir la maison lourde, chargée, sans savoir exactement pourquoi. Jusqu'à ce que je comprenne quelque chose de clé. Ma maison n'était pas désordonnée, elle était pleine de décisions reportées. Chaque objet hors de sa place était une décision que je n'ai pas voulu prendre quand il le fallait. Parce que ne pas ranger quelque chose n'est pas un manque de temps, c'est un manque de clôture. C'est dire « je verrai plus tard, j'y penserai après, plus tard ». Et ce plus tard s'accumule, se multiplie et devient des semaines, des mois. Chaque chose dans un lieu de passage te rappelle qu'il y a quelque chose en suspens. Et cela fatigue plus que nous le croyons. Ce n'est pas seulement visuel, c'est mental. La solution a été simple, mais pas facile. Décider que rien ne reste vivre dans un lieu de passage. La table n'est pas un entrepôt, la chaise n'est pas un porte-manteau, le canapé n'est pas un tiroir. Soit on range immédiatement, soit ça part. Au début cela coûte énormément, parce que cela implique de bouger un peu plus, de penser un peu plus, de ne pas se laisser emporter par la fatigue. Mais ensuite quelque chose de beau se produit. La maison commence à respirer. Les espaces paraissent plus propres, plus grands, mais surtout plus tranquilles. Il n'y a plus ce bruit visuel constant, cette sensation de choses à mi-chemin. Et sans s'en rendre compte, on commence aussi à fermer des choses dans sa tête. Parce que quand tu apprends à ne pas reporter de petites décisions dans ta maison, tu deviens aussi plus légère à l'intérieur. Quatrièmement, garder des souvenirs qui ne te représentent plus. Celui-ci fait très mal. Pas parce que ce sont des choses, mais parce qu'elles sont chargées d'histoire. Nous gardons des vêtements d'une autre étape, des objets de personnes qui ne sont plus là, des papiers, des photos, des cadeaux, des choses qui nous rappellent qui nous étions, mais pas qui nous sommes aujourd'hui. Et sans nous en rendre compte, nous vivons entourés d'anciennes versions de nous-mêmes, qui nous regardent depuis les étagères. J'avais des boîtes et encore des boîtes pleines d'une version de moi qui n'existait plus. Des vêtements que je n'allais pas remettre, des souvenirs de rôles que j'avais déjà fermés, des objets qui me reliaient à des époques qui avaient déjà accompli leur cycle. Et chaque fois que je les voyais, je ressentais un mélange étrange de nostalgie, de tristesse et de culpabilité. Comme si lâcher cela revenait à trahir ma propre histoire. Mais un jour j'ai compris quelque chose de très important. Garder n'est pas la même chose qu'honorer. Honorer un souvenir ne signifie pas transformer ta maison en un musée du passé. Bien souvent, ces objets ne nous accompagnent pas, ils nous retiennent. Ils nous ancrent à ce qui a été, nous rappellent ce que nous avons perdu, ce qui ne s'est pas passé comme nous l'espérions, ce que nous ne sommes plus. Et cela pèse, même si nous ne le remarquons pas consciemment. La solution n'a pas été de tout jeter ni de le faire de manière froide. Cela a été de choisir. Choisir quels souvenirs me représentaient réellement aujourd'hui, lesquels me faisaient ressentir de l'amour, de la gratitude, de la paix. Je suis resté avec peu, très significatif, et j'ai lâché le reste avec respect. En remerciant ce qui a été, en reconnaissant sa place dans mon histoire et en le laissant partir. Et il a été incroyable de me rendre compte que ce souvenir n'a pas besoin d'occuper des armoires entières. Les vrais souvenirs vivent en nous, pas dans des boîtes. Quand nous lâchons les objets qui ne nous représentent plus, nous faisons de la place pour la personne que nous sommes maintenant. Et la maison, une fois de plus, cesse de regarder en arrière et commence à nous accompagner vers l'avant. Cinquièmement, accumuler par peur d'avoir besoin. Cette habitude vient de générations entières qui ont appris à survivre en gardant. Au cas où, on ne sait jamais, mieux vaut ne pas le jeter. Des phrases qui sonnent responsables, prudentes, presque sages, mais qui, poussées à l'extrême, se transforment en maisons pleines de choses que nous n'utilisons jamais et que, malgré cela, nous sentons que nous ne pouvons pas lâcher. Moi aussi j'ai grandi avec cette idée. Avec la peur qu'un jour il manque quelque chose, que quelque chose soit nécessaire juste après l'avoir jeté. Et ainsi j'ai gardé des câbles dont je ne savais pas à quoi ils servaient, des contenants qui pouvaient servir, des pièces de rechange de choses que je n'avais même plus, des vêtements pour des situations qui n'arrivaient jamais. Tout cela n'occupait pas seulement de l'espace physique, cela occupait de la tranquillité. Parce que chaque objet gardé par peur est un rappel silencieux de méfiance. Méfiance envers la vie, et surtout, envers soi-même. Jusqu'à ce que je comprenne quelque chose qui a changé ma façon de voir le désordre.
Si un jour j'en ai besoin, je le résoudrai. Comme j'ai tout résolu dans ma vie. J'ai élevé des enfants, affronté des problèmes, avancé dans des moments difficiles, appris de nouvelles choses. Pourquoi devrais-je croire qu'un objet allait me sauver plus que ma propre capacité? Cette pensée a été profondément libératrice. La solution a été de commencer à avoir plus confiance en moi et moins dans les objets. Lâcher le « au cas où » et le remplacer par un « si ça arrive, je verrai quoi faire ». Et rien de mauvais ne s'est produit. Au contraire. La maison s'est allégée, les espaces se sont dégagés, et ma tête aussi. Parce que la peur occupe beaucoup d'espace, bien plus que nous ne le croyons. Et quand nous cessons de stocker la peur sous forme de choses, la maison devient plus sûre. Non pas parce qu'elle a plus, mais parce qu'elle reflète la confiance que nous avons construite tout au long d'une vie entière. Sixièmement. Ranger sans éliminer. C'est un autotromperie très courante, et pendant des années cela a été la mienne. Déplacer des choses d'un côté à l'autre, mieux les arranger, les aligner, les plier différemment, acheter de nouvelles boîtes, des paniers, des organiseurs, et malgré tout sentir que la maison ne finissait jamais de paraître ordonnée. Je rangeais tout le temps, mais le résultat était toujours le même. Quelques jours plus tard, tout redevenait pareil. Et bien sûr, maintenant je le comprends. Je ne rangeais pas, je réorganisais l'excès. J'essayais de faire entrer trop de choses dans un espace qui ne les supportait plus. Et cela fatigue énormément, parce qu'on fait des efforts, on consacre du temps, de l'énergie, et on ne voit pas de résultat. Alors apparaît la frustration, la sensation de « je ne suis pas faite pour l'ordre », quand en réalité le problème ce n'est pas toi, c'est la quantité. Cette habitude nous trompe parce qu'elle donne une sensation d'avancement. Quand tu achètes une nouvelle boîte ou que tu ranges quelque chose, tu as l'impression d'avoir fait quelque chose de productif. Mais si tu ne retires rien, le désordre est toujours là, seulement plus soigné. C'est comme balayer sous le tapis, ça a l'air mieux, mais le problème ne disparaît pas. La solution a été douloureuse, mais très claire. D'abord éliminer, ensuite ranger. Pas l'inverse. Commencer par sortir ce qui est en trop, ce qui ne s'utilise pas, ce qui est de trop. Et seulement quand l'espace devient plus léger, l'ordre apparaît presque tout seul. Parce que l'ordre ne se crée pas, il se révèle quand il reste de l'espace. Là j'ai compris que sans éliminer, nous ne faisons que maquiller le désordre. Et qu'aucune boîte, aussi jolie soit-elle, ne peut compenser une maison pleine de choses inutiles. Quand tu commences à lâcher, tu n'as plus besoin d'autant d'organiseurs ni de tant de solutions externes. La maison te montre comment elle veut s'ordonner. Et toi, enfin, tu peux te reposer. Septièmement. Se faire responsable de choses qui ne sont pas à toi. Cette habitude est épuisante et très silencieuse, parce que bien souvent nous le faisons par amour, par habitude ou par sentiment de devoir. Des objets d'enfants qui ne vivent plus là, des boîtes que quelqu'un viendra chercher un jour, des vêtements du mari qu'il n'utilise jamais, des souvenirs familiaux que personne d'autre n'a voulu garder. Et nous voilà, à tout porter. Je portais tout. Pas seulement mes affaires, mais celles de tout le monde. Ma maison était l'endroit où se terminaient les histoires inachevées de la famille. Et sans m'en rendre compte, mes armoires se sont transformées en entrepôts émotionnels. Chaque objet qui n'était pas à moi venait accompagné d'une responsabilité invisible. Le garder, l'entretenir, le nettoyer, sans souvenir. Et cela pèse, même si cela ne se voit pas. Souvent nous ne lâchons pas ces choses par peur de blesser, de paraître égoïste, de générer des conflits. Nous pensons, je ferais mieux de le garder, ça ne coûte rien, je verrai plus tard. Mais si, ça coûte. Ça coûte de l'espace, ça coûte de l'énergie, ça coûte de la paix. Parce que vivre entouré de choses qui ne t'appartiennent pas, c'est vivre dans une maison qui ne finit pas d'être la tienne. La solution a été d'apprendre à rendre les responsabilités, avec calme mais avec fermeté. Commencer à dire « ce n'est pas à moi, viens le chercher, décide quoi faire de cela ». Et quand il n'y avait pas de réponse, prendre des décisions moi-même. Parce que chaque chose a un propriétaire, et si ce n'est pas à moi, cela ne devrait pas vivre dans mes armoires ni dans ma tête. Quand j'ai cessé de me faire responsable de ce qui ne me correspondait pas, quelque chose a profondément changé. Ma maison a cessé d'être un entrepôt émotionnel et a commencé à être un refuge. Un espace qui prend soin de moi, pas qui m'exige. Et j'ai compris que poser des limites est aussi une forme d'amour, envers les autres, mais surtout envers soi-même. Huitièmement. Penser que ranger est seulement une tâche physique. Cette habitude est la plus invisible et la plus dommageable, parce qu'elle nous fait croire que le désordre se règle avec les bras, avec des sacs poubelles et avec « se motiver ». Quand bien souvent ce qui est désordonné ce n'est pas la maison, c'est la vie à l'intérieur. Pendant des années j'ai pensé qu'il me manquait du temps, qu'il me manquait de l'énergie, qu'il me manquait de la discipline. Je me répétais, si j'avais une journée libre, je laisserais tout impeccable. Si j'avais plus de force, je rangerais comme avant. Si je n'étais pas si fatigué. Et pendant ce temps, le désordre était toujours là, grandissant,
comme une ombre qui se nourrit de ce qu'on ne regarde pas. Le plus dur de cette habitude est qu'elle nous culpabilise. Elle nous fait nous sentir paresseuses, désorganisées, de mauvaises femmes au foyer. Et cela, pour une femme qui a soutenu les autres toute sa vie, fait mal à l'orgueil. Parce que tu n'es pas paresseuse. Tu as travaillé plus que beaucoup ne l'imaginent. Mais arrive un âge, arrive une étape, où le corps ne répond plus de la même manière, l'esprit se fatigue différemment, et le cœur aussi. Et si à ce moment-là nous continuons à nous exiger comme quand nous avions 30 ans, la seule chose que nous obtenons est de la frustration. Je me suis rendu compte que le désordre n'était pas toujours de la paresse. Bien souvent c'était de la fatigue accumulée. Cette fatigue qui ne se règle pas avec une sieste. La fatigue d'années à être attentive à tout le monde, à résoudre, à anticiper, à soutenir des routines. Et quand on est ainsi, le désordre devient une manière de se rendre en silence. Pas parce que tu ne veux pas, mais parce que tu ne peux plus tout porter. Et là le premier pas n'est pas de ranger la cuisine, c'est de reconnaître l'épuisement sans honte. D'autres fois le désordre était de la tristesse. Une vraie tristesse, même si elle n'a pas toujours de nom. La tristesse d'une maison plus vide, d'enfants qui ont grandi, de changements, de petits et grands deuils. Et alors on accumule des choses comme quelqu'un qui se couvre. On remplit des espaces pour ne pas sentir le silence. Ou on laisse le chaos parce que le chaos fait du bruit et le bruit distrait. Personne ne parle de cela, mais cela arrive. Et quand cela arrive, nettoyer n'est pas seulement nettoyer, c'est faire face au vide. Et cela fait peur. Il y avait aussi la culpabilité. La culpabilité de ne pas l'avoir fait avant, la culpabilité de s'être laissé aller, la culpabilité de jeter quelque chose qui a coûté, la culpabilité de ne pas être comme d'autres femmes qui ont tout impeccable. La culpabilité est dangereuse parce qu'elle ne te pousse pas, elle te paralyse. Elle te met un sac à dos sur le dos. Elle te fait regarder le désordre et penser, c'est déjà trop, par où commencer, ça ne vaut pas la peine. Et quand tu te sens ainsi, tu commences à éviter. Tu fermes des portes, tu caches des choses, tu n'invites personne. Et la maison devient un lieu qui se vit avec tension, pas avec repos. Et sans parler de l'attachement. Des attachements qui semblent être des objets, mais qui sont des histoires. Ça me l'a offert ma mère, ça appartenait aux enfants, je l'ai acheté quand? Et là tu restes bloqué. Parce que lâcher une chose se ressent comme lâcher une étape, comme accepter que le temps est passé. Et parfois nous ne sommes pas prêtes à accepter cela. Alors le désordre se transforme en un album ouvert dans toute la maison, mais un album qui ne te laisse pas marcher tranquille. La solution pour moi n'a pas été de commencer par le balai. Cela a été de commencer par le regard. Commencer à ranger de l'intérieur. Et cela, pour une femme au foyer de plus de 50 ans, est un changement radical. Parce que toute la vie on nous a appris à être forte, à continuer, à ne pas nous plaindre, à tout arranger. Mais ici la clé est autre, être gentil avec moi-même. Cesser de me parler mal. Cesser de me dire « je suis un désastre » et commencer à me dire « je suis fatigué » et malgré cela je vais essayer petit à petit. J'ai lâché des exigences impossibles. J'ai lâché cette idée de « ou je le fais parfaitement ou je ne le fais pas ». Je me suis proposé des choses petites, mais réelles. Un tiroir. Une étagère. Un coin. Et quand j'y arrivais, je ne me disais pas « c'était le minimum ». Je me disais « bien, tu l'as fait ». J'ai commencé à célébrer des avancées minimales, parce que ce sont ces avancées qui te rendent la confiance. Et quand la confiance revient, l'ordre cesse d'être une bataille et devient un soin. Une autre partie de ranger de l'intérieur a été de cesser d'utiliser l'ordre comme punition. Il y a beaucoup de femmes qui se punissent en nettoyant, comme si c'était une pénitence. C'est de ma faute si c'est ainsi, maintenant je supporte. J'ai changé cela et je l'ai transformé en un cadeau. Je vais ranger pour aller mieux. C'est différent. Quand tu ranges depuis l'amour-propre, tu choisis mieux ce qui reste et ce qui part. Pas depuis la colère, pas depuis la honte. Et quelque chose de très important. J'ai compris que ma maison n'a pas besoin d'être parfaite pour être digne. Elle a besoin d'être habitable, aimable, simple. Une maison qui te serve à toi aujourd'hui, avec ton énergie d'aujourd'hui, avec ton corps d'aujourd'hui, avec ton étape d'aujourd'hui. Parce que le grand problème de croire que ranger est seulement physique est que cela t'oblige à te battre contre ta réalité. En revanche, ranger de l'intérieur c'est accepter ta réalité et l'accompagner. Quand on s'ordonne à l'intérieur, la maison suit. Parce que tu changes tes décisions quotidiennes, tu changes ta manière d'accumuler, tu changes ta relation avec la culpabilité et avec le « au cas où ». Tu commences à lâcher sans drame, à choisir sans peur. Et soudain l'ordre cesse d'être un objectif lointain et devient une conséquence naturelle. La maison s'allège, parce que toi aussi tu es en train de t'alléger. Et regarde, si quelque chose de tout cela t'a fait un peu mal, ce n'est pas parce que tu fais tout mal, c'est parce que quelque chose à l'intérieur de toi ne veut plus continuer pareil.
C'est parce que tu es prête à changer, même si tu ne sais pas encore très bien par où commencer. Et je ne parle pas de changer pour avoir une maison parfaite, de magazine, impeccable toute la journée. Je parle de changer pour avoir une maison légère, une maison qui ne te pèse pas sur le dos ni dans la tête, une maison qui ne te demande pas des choses tout le temps. Je suis passé par là. Dans cette étape où on sent que la maison nous domine, qu'il y a toujours quelque chose en suspens, quelque chose hors de sa place, quelque chose à se reprocher. C'est pour cela qu'aujourd'hui je te parle ainsi, sans filtre, sans phrases jolies et vides. Parce que ranger ce n'est pas jeter des choses pour jeter, ce n'est pas devenir froide ni détachée. Ranger c'est commencer à prendre soin de toi, après des années à prendre soin de tous les autres. C'est choisir de se reposer plus et de se justifier moins. C'est cesser de vivre entouré de culpabilité gardée sous forme d'objet. C'est te permettre une maison qui t'accompagne, qui t'enlace, qui ne t'exige pas d'être la femme d'avant, mais qui respecte la femme que tu es aujourd'hui. Parce que tu as déjà beaucoup fait. Et maintenant il est temps pour toi de vivre un peu plus légère, avec moins de choses, et avec plus de paix.